D'abord, il y a des Afriques. Il y a des Afriques. N'oublions pas que les 3 pays d'Afrique du Nord ont été 3 grands pays négriers. Les Maghrébins ont un devoir vis-à-vis de l'Afrique subsaharienne, c'est un devoir de mémoire. Il y a des Europes, il n'y a pas une seule Europe. Eh bien, en Afrique, c'est la même chose. Qu'est-ce que c'est une enfance dans une vie militante? Je crois que je vais le résumer peut-être de 2 manières, parce que je ne peux pas tout raconter, évidemment. Je vais le résumer de 2 manières. Un, seuls les partis communistes dans le monde arabe, et pas seulement en Tunisie, ont été des partis qui ont brisé les frontières du communautarisme. Nous sommes des sociétés très communautarisées, où on peut avoir des amis dans d'autres communautés, etc. Mais tout de même, ce sont des sociétés très communautarisées. Et dans les partis communistes, c'était des sociétés mixtes, cosmopolites, où tout le monde était là, où d'ailleurs, c'est là qu'il y a eu le plus de mariages mixtes entre juifs et musulmans, etc. Et donc, moi, j'ai appris dès mon enfance à ne faire aucune différence entre les gens à quelque ethnie, à quelque confession, à quelque nationalité qu'ils appartiennent. Et ça, c'est un acquis qui m'a fait gagner énormément de temps. Et la deuxième chose qui est extrêmement importante, mes parents étaient des intellectuels, je suis né dans une bibliothèque. Bien sûr. Et ça, c'est effectivement, là encore, je dis, mes parents m'ont fait gagner du temps. J'avais la bibliothèque, une liberté totale d'accès aux livres, en fait. Et j'en ai beaucoup profité. Alors, vous avez été, ensuite, vous allez rester engagé de toutes les manières vous-même. Hein. Vous avez été secrétaire général adjoint de la Fédération internationale des droits humains. C'est une longue relation qui a duré près de 20 ans. Oui, j'ai été chargée de diriger un peu, disons, d'animer, appelez-le comme vous voulez, ce groupe qui a été créé à ce moment-là, le groupe d'action pour les droits des femmes, à la FIDH. Parce que, en fait, jusqu'au début des années 2000, bon, la FIDH avait été assez masculine dans sa direction, etc. Et donc, il y a eu la création, grâce à Sidiki Kaba, il faut bien le dire, de ce groupe d'action pour les droits des femmes que j'ai animé. Ensuite de quoi, ma meilleure amie, Souhair Belhassan, a été élue présidente de la FIDH. Donc évidemment, j'ai continué, bien sûr. Et nous avons été un trio de Tunisiennes, si je puis dire. Souhair Belhassan à la présidence, puisqu'elle a fait 2 mandats. Khadija Cherif, une grande féministe tunisienne, qui était secrétaire générale de la FIDH, et moi-même secrétaire générale adjointe. Et on a essayé, ce n'est pas à moi de faire un bilan, on a essayé de faire le bon boulot. Quand la Tunisie officielle a refusé que j'aille enseigner à l'université tunisienne, bien entendu, ça c'était à cause d'une de mes identités multiples qui était ma part juive. Et malheureusement, dans l'ensemble du monde arabe, cette part juive est problématique, on va dire. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je vais aller vivre en France? Non. Je vais aller plus au sud encore. Et donc c'est ainsi que je suis allée au Cameroun et je me suis toujours sentie appartenir au sud. Je ne me suis jamais sentie appartenir au nord, même si je suis de langue française. Évidemment, je suis profondément marquée par la culture française et par, par tous les grands écrivains, les grands philosophes, les grands historiens occidentaux. Je ne récuse pas cette part de moi-même et de ma formation. Mais viscéralement, si je puis dire, et intellectuellement aussi, je me suis toujours sentie appartenir au Sud. Et c'est pourquoi je pense que la petite voix que je peux avoir est une voix du Sud, n'est pas une voix du Nord. Je me suis penchée, effectivement, sur les rapports qu'entretiennent ces 2 mondes, ou ces 2 pluralités de mondes. Et en fait, dans plusieurs domaines. Je vous parlais de l'arme alimentaire tout à l'heure. L'arme alimentaire, c'est aussi les relations, comment l'alimentation est une arme géopolitique. Un de mes bouquins que je considère, moi, comme un des plus importants, qui s'appelle L'Occident et les autres, et dont le sous-titre est Histoire d'une suprématie. Et donc, je fais la généalogie de cette conviction occidentale qui m'a, au fond, toujours posé question. Comment peut-on avoir la conviction d'être supérieur aux autres? Moi, je pense que ces rencontres sud-sud sont extrêmement importantes. Il faut qu'on se parle. Et surtout, qu'on se parle entre
Afrique du Nord et Afrique subsaharienne. Parce que quoi qu'on en dise, quel que soit ce que les Anglais appellent le wishful thinking, qu'on en dise, voilà, on s'adore, on s'aime, nous sommes les mêmes, c'est pas faux, mais c'est pas vrai non plus. C'est-à-dire... Vous sentez qu'il y a une cassure entre le Nord et le Sud au sein de l'Afrique? Je n'emploierai pas le terme de cassure, je pense. Parce que, d'abord, il y a des Afriques. Il y a des Afriques. Et donc, le panafricanisme, je comprends l'aspiration au panafricanisme, mais c'est quelque chose à interroger. Est-ce qu'une Afrique est possible? Si on prend l'exemple de l'Europe, l'Europe à 6, la première Europe, c'était tout à fait naturel. C'était les pays d'Europe occidentale qui se ressemblaient, quelles que soient les différences. Heureusement, nous sommes unis dans nos diversités, tous et toutes tant que nous sommes. Puis ensuite, elle a commencé à s'élargir. Elle s'est élargie de plus en plus. Et plus elle s'élargit, plus elle se fragmente, cette Europe. Et maintenant, si d'autres pays entrent, les pays balkaniques entrent, ça va être une fragmentation totale. Pourquoi? Parce qu'il y a des différences, il y a des Europes. Il n'y a pas une seule Europe. Eh bien, en Afrique, c'est la même chose. Même si je ne suis pas contre l'existence d'une organisation, de l'unité africaine, etc., qui permet un certain nombre de dialogues, etc. Maintenant, ce qui est au niveau des intellectuels, c'est très bien. C'est très bien de se parler. De communiquer, d'être ensemble, enfin pas seulement se parler, de faire des choses ensemble, de parler au monde ensemble. Hein, et ça, je crois que c'est extrêmement important. Sans pour autant mettre un couvercle, mettre un oreiller sur ce qui, dans l'histoire, nous a séparés. N'oublions pas que les 3 pays d'Afrique du Nord ont été 3 grands pays négriers, par exemple, et que cette histoire-là ne peut pas être... On ne peut pas rester dans le déni en Afrique du Nord de cette histoire. Il faut... Les Maghrébins ont un devoir vis-à-vis de l'Afrique subsaharienne, c'est un devoir de mémoire. Vous avez l'impression que, d'un côté, presque on vous renvoie à vos origines du Sud, mais vous voulez aussi vous affirmer, puisque vous êtes française aujourd'hui, mais d'un autre côté, si vous vous affirmez trop comme française, c'est le Sud qui vous le reproche aussi. Vous sentez ça aujourd'hui? Je crois que... tout à fait, je crois qu'il y a toute une aile que je dirais progressiste, pluraliste, qui tient compte de quelque chose qui est très important, c'est qu'une société, elle est faite d'altérité aussi. Et que donc, il y a beaucoup de gens en Tunisie, et heureusement, qui me disent, n'oublie pas, quelle que soit la multiplicité de tes appartenances, quelle que soit ta dimension, ta judaïté, par exemple, bien que je sois totalement non-croyante, hein, mais il se trouve que bon, je suis née dans une famille juive et qu'il n'y a aucune raison pour que je ne l'assume pas pleinement, hein, quoique étant à la fois non-croyante, non-sioniste, etc., etc. Alors, je voudrais qu'on parle des femmes. Vous en avez brièvement parlé tout à l'heure, elles sont très présentes aussi dans votre œuvre. Oui. Est-ce que c'est aussi, quelque part, retrouver la génération Bourguiba dans cette défense des femmes? Sûrement. C'est à la fois du collectif et de l'individuel. La Tunisie, par rapport au reste du monde arabe, a une histoire tout à fait particulière vis-à-vis des femmes, même si aujourd'hui, malheureusement, cette histoire est peut-être en train de... Cette singularité est en train de se déliter. Mais il ne faut pas oublier que la première loi promulguée à l'indépendance, 3 mois après l'indépendance de la Tunisie, c'est le Code du statut personnel. Ce Code du statut personnel, qui n'est pas un code égalitaire, hein, soyons clairs là-dessus, mais qui a donné aux femmes tunisiennes des droits qu'elles n'ont encore nulle part ailleurs aujourd'hui, 60 ans plus tard dans le monde arabe. Et ça, c'est peut-être la plus importante révolution qu'ait connue ce pays, incontestablement. Vous m'amenez justement à une question sur ce qui se passe forcément en ce moment au Proche-Orient, la question palestinienne. Bon, il y a une guerre meurtrière à Gaza. Et est-ce que vous avez l'impression parfois qu'on vous attend aussi sur ces questions-là? Tout à fait, on m'attend. Depuis des décennies, un peuple est opprimé qui s'appelle le peuple palestinien. Et ce que j'ai toujours essayé de dire, ma position sur cette question n'est pas une position identitaire. Je ne veux pas avoir de position identitaire, c'est une position politique. Je me suis battu
pour la liberté des gens, je me suis battu pour la liberté des peuples, donc pour la liberté du peuple palestinien, qui est un peuple opprimé depuis des décennies et des décennies, et je continuerai de me battre, même si je ne suis pas toujours d'accord avec les mots d'ordre de ses dirigeants. La question n'est pas là. Aujourd'hui, cette bataille, surtout avec cette guerre contre Gaza qu'a engagé un gouvernement israélien qui est un gouvernement d'extrême droite, il ne faut pas l'oublier, cette guerre qui est une guerre, mais qui est un carnage, en réalité. Il faut arrêter cela. Alors bien sûr qu'on m'attend au tournant, toujours. On m'attend au tournant, pourquoi? Parce que je suis une Tunisienne juive. Et de temps en temps, d'ailleurs, je demande à mes amis, dites-moi un petit peu, mes amis, suis-je une Tunisienne à part entière ou suis-je une Tunisienne entièrement à part? Bon. Et donc, quel que soit le sujet d'une conférence que je fais à Tunis, il y a un moment où la question tombe, et qu'est-ce que vous pensez de la question palestinienne? Bien sûr. Je n'ai aucun mal à dire ce que je pense de la question palestinienne, quel que soit le public qui est en face de moi, parce que j'ai toujours le même discours. Je n'ai pas un discours qui change en fonction de mes publics. Je sais que la question palestinienne doit être résolue en restaurant les Palestiniens dans leurs droits. Je ne sais pas sous quelle forme ça se fera, bien entendu. Je ne crois plus personnellement à la solution à deux États, parce que dans les faits, aujourd'hui, il n'y a qu'un seul État, où une partie de la population domine une autre. Bon, alors, quelle sera la solution? Un seul État? Sous quelle modalité, sous quelle forme? C'est pas à moi de le décider. C'est aux Palestiniens qui décideront s'ils veulent deux États, s'ils veulent un seul État, s'ils veulent un État binational, s'ils veulent une confédération, une fédération. La priorité absolue, c'est la restauration des Palestiniens dans leurs droits et l'arrêt de la colonisation israélienne, qui est aujourd'hui un fait, qui est d'une brutalité sans nom. Et donc, voilà, ma position est à la fois claire et simple, me semble-t-il. Voilà. Et surtout, elle a à voir avec le politique. Et ce que je peux déplorer dans cette question proche-orientale, c'est que c'est une question politique, c'est une question de colonisation. Et que les entrepreneurs religieux de tous les côtés ont kidnappé cette question qui était uniquement politique pour en faire un affrontement de nature religieuse, ce qu'il n'est pas. Et il ne s'agit pas de défendre Israël. Moi, je pars d'un principe de réalité. Aujourd'hui, on peut poser la question de la légitimité de la création de l'État d'Israël. C'est une question parfaitement posable. Ce n'est pas un tabou pour moi. On peut dire la création d'Israël n'est pas une création légitime dans la mesure où, au fond, l'Europe a fait payer aux Palestiniens son crime. Vous dites que les Occidentaux aujourd'hui soutiennent Israël parce qu'ils culpabilisent encore d'un crime qu'ils ont fait et qu'ils veulent aujourd'hui... Tout à fait. En fait, les Européens se sont débarrassés de leur fardeau sur des Palestiniens qui n'avaient rien à voir avec le génocide, le judéocide commis au cœur de l'Europe par le nazisme et avec la complicité ou la passivité des autres États européens. Donc les Palestiniens payent pour un crime qu'ils n'ont pas commis. Ça, c'est évident. Défendre Israël, non. Moi, je pars d'un principe de réalité. Aujourd'hui, si vous prenez le territoire de la Palestine mandataire, il y a à peu près, démographiquement, de façon équivalente, autant de Palestiniens que d'Israéliens juifs. Bon. Le principe de réalité, c'est quoi? Et les Palestiniens l'ont montré, ils n'abandonneront pas leur terre. Ils se battront. Ils se battront, même la première Nakba en 1948, même la deuxième tentative de Nakba aujourd'hui ne le fera pas quitter leur terre. Deuxième principe de réalité, la plus grande partie des Juifs israéliens ne quitteront pas ce territoire non plus. Eh bien, à partir de ces deux principes de réalité, eh bien, il va bien falloir bâtir quelque chose un jour ou l'autre. Et ce que je peux dire aux Israéliens, si j'ai quelque chose à leur dire, parce que je n'ai rien à voir avec ce pays, après tout, c'est pas parce que je suis juif que j'ai à voir avec ce pays, c'est vous ne pourrez pas vivre toujours avec une guerre sans fin. À un moment, vous devrez mettre fin à cette guerre. Et mettre fin à cette guerre, c'est reconnaître les droits des Palestiniens.